Comment un pays que Trump a menacé de décapiter peut-il 4 jours plus tard publier un communiqué officiel pour dire non merci, on ne négocie pas avec vous? Parce que c'est exactement ce qui vient de se passer. Le 4 août, le ministère iranien des Affaires étrangères sort une déclaration qui dit, noir sur blanc, que l'Iran ne négocie avec personne d'autre qu'Oman et que Washington n'a jamais été autorisé à participer à quoi que ce soit dans ce dossier. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas une rumeur, c'est un communiqué officiel publié par le porte-parole du ministère, Esmail Bagaei, et relayé par CNN et Al Jazeera. Alors oui, tout le monde se souvient de la grosse ligne. Trump a menacé de frapper l'Iran, Trump a reculé, l'Iran a gagné du temps. Ça, c'est le décor. Ce qui est nouveau, c'est bien plus précis et bien plus embarrassant, et c'est là, dessus, qu'on va rester ce soir. Parce qu'il y a 2 fils dans cette histoire, et aucun des 2 n'a été raconté correctement. Premier fil, un désaveu diplomatique en direct où le régime iranien corrige publiquement le gouvernement américain sur ce qui se passe dans ses propres négociations. Deuxième fil, un secrétaire au Trésor qui le même jour déplace des centaines de milliards de dollars sur les marchés mondiaux avec une déclaration télévisée qui, selon Téhéran, était tout simplement fausse. Attendez. Parce que la partie la plus folle, c'est de voir ces 2 fils se croiser en l'espace de quelques heures, comme si personne à la Maison-Blanche ne parlait au même moment à la même version des faits. Voilà ce qu'on va faire ensemble. D'abord la surface, ce que Trump a réellement exigé et ce que Marco Rubio a réellement dit à la télévision pendant que des bases américaines se faisaient toucher au Koweït. Ensuite, le mécanisme, pourquoi cette histoire de détroit d'Ormuz n'est pas une négociation entre Washington et Téhéran, mais une négociation qui exclut Washington. Et enfin, la conséquence. Ce que Scott Bessent a fait avec un simple bloc-notes, et pourquoi ça révèle quelque chose de bien plus grave que la crise iranienne elle-même. Un indice tout de suite, comme petite récompense pour rester. Le jour où l'Iran a démenti Trump, c'est aussi le jour où le Dow Jones a grimpé de plus de 900 points sur une phrase prononcée en direct à la télévision. Vous allez voir pourquoi ce n'est pas une coïncidence. Alors commençons par la version que Trump aimerait que vous reteniez. Il a donné un ultimatum à l'Iran, finalisé un accord avec Oman sur le détroit d'Ormuz d'ici mardi soir, où vous ferez face, je cite, à des frappes aériennes dévastatrices. Il a même dit vouloir laisser, je cite encore, une dernière chance avant la décapitation. Ça, c'est du level 1, ce sont ces mots exacts prononcés publiquement et repris par Bloomberg. Le problème, c'est que pendant qu'il joue les gros bras, l'Iran négociait déjà avec Oman depuis un moment sur ses propres termes, sans avoir besoin d'un ultimatum de Washington pour le faire. Regardez bien ça. D'après un responsable iranien cité par Reuters, l'accord discuté avec Oman donnerait à l'Iran l'autorité totale sur tout le trafic maritime entrant dans le détroit. Oman ne pourrait laisser sortir un navire qu'après en avoir informé les autorités iraniennes au préalable. En clair, l'Iran garde un droit de regard et un droit d'intervention sur absolument tout ce qui traverse cette voie maritime stratégique. Ce n'est pas son compromis. C'est l'Iran qui obtient ce qu'il voulait depuis le début, habillé en négociation, et voilà où ça devient intéressant. Pendant que ce round-là se joue à Oman, sans la moindre présence américaine à la table, Marco Rubio se présente devant les caméras et dit que les États-Unis sont, je cite, impliqués dans une conversation et une négociation entre Oman et l'Iran. Il ajoute que le détroit est ouvert, que du pétrole y circule normalement, sauf que la veille, 2 pétroliers qui avaient tenté d'emprunter cette route, sans l'autorisation du corps des gardiens de la révolution islamique, avaient été frappés. Sauf qu'une base américaine au Koweït venait d'être touchée par des tirs iraniens sans qu'aucun responsable de l'administration ne le reconnaisse publiquement. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est juste de la communication politique classique, un peu d'enjolivement pour rassurer les marchés. C'est rassurant, non? Sauf que non. Parce que Iran International et Al Jazeera confirment, à partir de sources militaires et de responsables cités le 30 et 1 juillet, que le corps des gardiens de la révolution islamique a frappé plusieurs installations liées aux forces américaines au Koweït, dont la base aérienne d'Ahmad Al-Jaber et le camp Arif Shah. Ce sont des faits rapportés par plusieurs médias, donc level 2 sur l'échelle de preuve, mais ils ne sont pas contestés par une version alternative crédible. Et pendant ce temps-là, à la télévision américaine, on entend que le détroit est ouvert et que tout va bien. C'est pas anodin, ce qui se passe là. Parce que c'est pas juste que Rubio embellit la réalité.
c'est qu'il décrit une négociation américaine à laquelle les États-Unis ne participent pas, tout en minimisant des frappes que son propre gouvernement refuse de reconnaître publiquement. 2 poids, 2 mesures. Quand Israël ou un allié américain reçoit un missile, la Maison-Blanche organise une conférence de presse en 40 minutes. Quand c'est une base américaine au Koweït qui se fait toucher, silence radio, comme si reconnaître le coup revenait à admettre que la stratégie ne fonctionne plus. Et c'est là qu'arrive le premier vrai moment de bascule dans cette histoire. Parce que le 4 août, le ministère iranien des Affaires étrangères ne se contente pas de corriger Rubio dans le vague. Il publie un communiqué qui vise directement Washington. La déclaration dit que l'Iran et Oman négocient un corridor intermédiaire sans participation américaine qui doit mettre fin à la fois à la route nord, actuellement sous contrôle iranien, et à la route sud soutenue par les États-Unis, pour donner à l'Iran, en tant qu'État côtier, la pleine souveraineté et la sécurité de ses intérêts nationaux. Et la phrase qui fait vraiment mal, c'est celle-ci. L'Iran ne façonne pas ses intérêts et ses priorités selon le calendrier ou les exigences de Donald Trump. Ce sentiment que vous aviez, que la version officielle américaine sonnait un peu trop belle pour être vraie, il était autodé. Parce que ce communiqué, c'est pas une simple mise au point diplomatique. C'est un gouvernement étranger qui affirme publiquement que le président des États-Unis ment sur l'état d'une négociation internationale et qui le fait sans détour, sans langue de bois, en citant même que Trump, je cite le communiqué, a violé ses engagements. Un porte-parole du ministère, Esmail Baghaei, a été encore plus direct dans une déclaration séparée, reprise par CNN et The Hill. À ce jour, nous n'avons autorisé aucune implication américaine dans les décisions ou négociations régionales liées au détroit d'Ormuz. Voilà l'insight moment de ce premier fil, et il tient en une phrase: plus Washington répète que la situation est sous contrôle, plus ça prouve que ce n'est plus lui qui la contrôle. Ce n'est pas une supposition, c'est un gouvernement étranger qui vient de le confirmer publiquement en réponse directe aux propos de Rubio et de Trump. Et ce n'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Parce que pendant que Téhéran corrige la Maison-Blanche sur la diplomatie, quelqu'un d'autre, à Washington, est en train de manipuler quelque chose de bien plus vaste que la perception d'une négociation. Les marchés financiers mondiaux, en direct, à la télévision. Voici comment ça s'est passé. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, passe sur CNBC le matin du 4 août et dit essentiellement que les États-Unis sont proches d'un accord, que tout va bien, qu'on pourrait avoir un accord aujourd'hui ou demain pour ouvrir le détroit. Sur le plateau, en direct, les journalistes de CNBC constatent eux-mêmes que le pétrole bouge fortement pendant l'interview. Le baril de WTI, qui tournait autour de 82 $ en début de matinée, chute de plusieurs points en quelques minutes. Le Dow Jones, qui était monté d'environ 300 points avant l'interview, grimpe à plus de 900 points dans la foulée, selon CNBC et CBS News, pour clôturer au-delà de 54 000 points, un record. Le S&P 500 suit, autour de 8% de hausse. Les rendements du Trésor bougent aussi, dans le même mouvement. Laissez-moi vous faire sentir l'échelle de ça autrement qu'avec des chiffres bruts. C'est comme si une seule phrase prononcée par un seul homme sur un seul plateau télé avait fait bouger plus de valeurs boursières en quelques minutes que le budget annuel de plusieurs États américains. Une phrase, pas un document signé, pas un accord ratifié, pas une preuve vérifiable. Une phrase sur laquelle le gouvernement iranien lui-même viendra dire, quelques heures plus tard, qu'elle décrit une réalité qui n'existe pas. Qui en profite quand une déclaration non vérifiée fait grimper le marché de 900 points en une matinée? Devinez qui possède des portefeuilles massivement exposés à ces mêmes indices et qui a construit sa fortune sur le timing exact des annonces publiques. C'est pas une accusation formelle, ça reste une lecture, mais le schéma, lui, est documenté depuis des années dans la manière dont l'entourage de Trump communique avec les marchés. Alors, l'argument le plus solide de l'autre côté, sur ce point précis, c'est qu'un secrétaire au Trésor a littéralement pour fonction de rassurer les marchés en période de tension géopolitique et que dire qu'un accord approche, même sans certitude totale, entre dans le cadre normal de la communication économique gouvernementale, c'est un vrai argument. Il faut lui reconnaître une vraie cohérence. Parce que oui, calmer des marchés nerveux fait partie du travail. Sauf que Bessent n'a pas dit qu'une négociation avançait de façon générale, ce qui aurait été prudent. Il a affirmé qu'un accord précis pour ouvrir le détroit pourrait arriver, je cite, aujourd'hui ou demain.
Une affirmation datée, spécifique, vérifiable, et que le ministère iranien va contredire frontalement quelques heures plus tard. La différence entre gérer la confiance des marchés et fabriquer une fausse certitude, c'est exactement cette précision-là. Et puis, il y a l'épisode du bloc-notes qui, à lui seul, dit tout sur la manière dont cette administration traite l'argent public comme un jeu de télé-réalité. 2 jours plus tôt, le 2 août, lors d'une réunion à Camp David, des photographes de Reuters captent, par-dessus l'épaule de Bessan, ce qu'il a écrit sur son bloc-notes, « Acheter du yen japonais entre 5 et 10 milliards de dollars ». Une intervention monétaire massive pour soutenir la devise japonaise, griffonnée à la main, photographiée par accident, diffusée dans le monde entier avant même d'être officiellement annoncée. Et quand un journaliste de CNBC le confronte là-dessus le 4 août, lui demande carrément s'il fait exprès de laisser traîner ce genre d'informations sous les yeux des photographes, Bessan répond, sans une once de gêne, je cite presque mot pour mot, « Je voulais juste que les journalistes qui regardaient par-dessus mon épaule connaissent aussi le symbole JPY pour le yen japonais. » Il ajoute même en plaisantant qu'il aurait pu continuer la liste avec, je cite, « aller déjeuner avec le guide suprême, jouer au tennis avec Poutine ». Il a fait faillite avec 3 casinos côte à côte. Et l'homme qui gère aujourd'hui sa communication financière trouve ça drôle de montrer, sciemment ou non, un chiffre à 9 zéros aux caméras avant l'annonce officielle. Ça inspire confiance parce que voilà le truc, que ce soit calculé ou que ce soit de la pure négligence, le résultat est identique. Des reporters économiques présents dans la salle ont vu, avant n'importe quel investisseur ordinaire, qu'une intervention de plusieurs milliards de dollars sur le yen se préparait. C'est pas la même chose que d'être un trader professionnel qui lit des rapports publics. C'est un accès visuel direct à une décision de politique monétaire qui n'a pas encore été rendue publique. Et l'Américain moyen, celui qui n'arrive déjà plus à payer son loyer ou remplir son frigo, lui, il n'a jamais cette longueur d'avance. Il découvre la nouvelle en même temps que tout le monde, une fois que les gens qui étaient dans la pièce ont déjà eu le temps d'ajuster leur position. C'est là que les 2 fils de cette histoire se rejoignent et c'est là qu'arrive le deuxième insight moment, le plus lourd des 2. Le mécanisme est identique des 2 côtés. D'un côté, un gouvernement qui décrit une négociation diplomatique qu'il ne contrôle pas comme s'il en tenait les rênes. De l'autre, un secrétaire au Trésor qui décrit un accord économique incertain comme s'il était presque signé. Dans les 2 cas, c'est pas de l'optimisme. C'est une gestion de la perception au moment précis où la réalité, elle, va dans le sens inverse. Le pouvoir de cette administration ne repose plus sur ce qu'elle contrôle vraiment. Il repose sur combien de temps elle peut faire croire qu'elle contrôle encore quelque chose. Vous avez remarqué comme ce genre de détail disparaît toujours avant d'arriver au gros titre ? Parce que entre le communiqué iranien qui dément Trump et l'épisode du bloc-notes de Bessan, ce qui aurait dû dominer les chaînes d'infos conservatrices pendant des jours s'est évaporé en quelques heures, remplacé par des extraits soigneusement montés de Rubio qui répètent que le détroit est ouvert et que la situation progresse. Ceux qui ne regardent que les gros titres ratent exactement la partie qui compte. Le moment où 2 sources officielles, l'une iranienne, l'autre issue des propres marchés américains, contredisent frontalement la version que la Maison-Blanche essaie de vendre le même jour. Une petite précision qui a son importance avant d'aller plus loin sur la suite. Rien de tout ça ne prouve que Bessan a délibérément manipulé les marchés pour un profit personnel direct. Ce serait une allégation, pas un fait établi, et je ne vais pas la présenter comme telle. Ce qui est établi, en revanche, ce sont les mots exacts qu'il a prononcés, l'heure à laquelle il les a prononcés, et le mouvement de marché immédiat qui a suivi, documenté par CNBC en direct. Faites le lien vous-même. C'est précisément la marge entre le commentaire légitime et l'accusation non fondée, et je préfère rester du bon côté de cette ligne. Ce qui m'inquiète, franchement, c'est pas seulement cette séquence précise du 4 août. C'est que ce schéma-là, la version rassurante en public, la réalité contraire en coulisses, s'est déjà répété plusieurs fois dans cette administration, sur des sujets aussi différents que les tarifs douaniers, les négociations commerciales, ou les cessez-le-feu annoncés puis démentis. Ce n'est pas une coïncidence isolée, c'est une méthode répétée assez souvent pour ne plus être accidentelle. Revenez avec moi à la question du départ. Comment un pays que Trump vient de menacer de décapitation peut-il, 4 jours plus tard, publier un communiqué officiel pour dire qu'il ne négocie même pas avec lui ?
Vous êtes venu pour un ultimatum spectaculaire qui aurait en théorie forcé l'Iran à plier. Vous repartez avec la preuve que l'Iran a négocié sa propre victoire sur le détroit d'Ormuz, sans jamais avoir besoin de s'asseoir à la table américaine, pendant qu'un secrétaire au Trésor, au même moment, faisait bouger 900 points de bourse avec une phrase que Téhéran allait démentir dans la même journée. Et rien ne dit que ça s'arrête là. Parce que si un gouvernement étranger peut publiquement corriger le président des États-Unis sur l'état d'une négociation et qu'un secrétaire au Trésor peut faire monter les marchés avec une promesse non vérifiée sans en subir la moindre conséquence politique, alors la question qui reste ouverte n'est plus de savoir si l'Iran va céder. La vraie question, c'est de savoir combien de fois encore ce même mécanisme, l'annonce grandiloquente suivie du démenti silencieux, pourra continuer à fonctionner avant que quelqu'un, quelque part, un allié, un marché, un électorat cesse d'y croire. Et pendant que cette question reste sans réponse, ce sont les familles qui paient leur essence plus cher à chaque variation du baril, les retraités dont les fonds sont exposés à un marché qui bouge sur des rumeurs de plateaux télé, qui absorbent le coût réel de tout ça, pendant que les porte-paroles continuent, eux, de répéter que tout est sous contrôle. Vous voulez savoir ce que Bessan fait vraiment avec les marchés pendant que personne ne regarde? Restez avec moi, abonnez-vous et laissez un like avant de partir.